qui est armée par l'IRD. On étudie les volcans, on étudie tout ce qui est physique et même astrophysique, et puis bien sûr les sciences de la nature, la botanique, la zoologie. En médecine, beaucoup sur les maladies infectieuses, bien sûr, puisque l'IRD est spécialiste des pays du Sud, des pays tropicaux, et il y a une présence dans une cinquantaine de pays. Au départ, c'était les anciennes colonies, donc plutôt des pays francophones en Afrique, mais assez vite, ça s'est généralisé à beaucoup d'autres pays, beaucoup de pays d'Amérique latine, donc hispanophones ou lusophones comme le Brésil, beaucoup de pays aussi d'Asie du Sud-Est, et puis en Afrique, des pays anglophones comme le Kenya et l'Afrique du Sud. Donc c'est une coopération, en fait, c'est la recherche française en coopération avec les pays du Sud. Et bien sûr, dans ce projet de coopération, les maladies infectieuses et parasitaires occupent un rôle important, puisque, comme vous le savez, en gros, il y a un peu une dichotomie, une fracture même entre les pays du Nord et les pays du Sud, du point de vue de la médecine, et je ne parle même pas de l'accès aux soins, mais du point de vue des pathologies elles-mêmes. Ce qu'on voit dans les pays tropicaux, c'est encore une dominance des maladies infectieuses, alors que ce qu'on voit dans les pays du Nord, c'est plutôt une dominance des maladies de surcharge, des maladies métaboliques, l'obésité, le diabète, l'hypertension, etc. Alors ça ne veut pas dire que ces maladies-là soient absentes des pays du Sud, bien au contraire, puisqu'elles sont en pleine émergence au Sud, mais dans ces pays du Sud, les pays tropicaux, qui sont riches en biodiversité, donc ça vaut pour les plantes, pour les animaux, etc., ça vaut aussi pour les virus, les bactéries, pour ce qu'on appelle la biodiversité invisible. Et donc, et surtout en fonction des conditions sanitaires, des conditions d'hygiène qui ne sont pas idéales, il y a énormément de transmission de maladies infectieuses et parasitaires, et c'est pour ça que l'IRD y consacre beaucoup de temps. Alors, ce matin, on va parler des émergences et des grandes épidémies du passé. Donc, vous aurez sous les yeux un PowerPoint, là, des diapositives, qui sont un petit peu théoriques, et puis j'ai préparé à côté un petit document qui est en anglais, qui n'est pas de moi d'ailleurs, mais qui récapitule un peu toutes les grandes épidémies du passé. Et puis si vous le souhaitez, on pourra également parler du coronavirus, puisque ça c'est une véritable émergence qui a lieu sous nos yeux. Donc on pourra s'interroger sur ce qu'est l'émergence et en quoi la pensée de Darwin, la pensée de l'évolution peut nous aider. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pensée? Eh bien qu'il y a une coévolution entre l'espèce humaine et les maladies infectieuses. Et ça, c'est depuis les origines de l'humanité. Donc un peu plus loin dans la présentation, je vais parler du paludisme parce que c'est une des grandes infections qui, encore à l'heure actuelle, martyrise l'humanité. Il y en a d'autres, hein. On pourra parler du sida, on pourra parler d'un certain nombre de maladies qui sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles sont dans les populations et elles y restent. Et puis, on pourra parler, bien sûr, des grandes épidémies, ce qu'on appelle les pandémies, parce qu'elles affectent l'ensemble de la planète. Et on pourra notamment mentionner les épidémies de mortalité plus importantes que le coronavirus. Ça vous va? Je pense que oui, ça va à tout le monde. Peut-être que je vous invite à couper votre caméra maintenant, parce que là, voilà, ça a un petit peu sauté, donc peut-être que ce sera mieux pour la connexion. Voilà, je ne suis plus en caméra. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par regarder un petit peu les diapositives. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre, puisque ça nous permettra comme ça d'explorer un certain nombre d'idées que je n'ai pas forcément pensé à développer. Donc, allons-y pour les diapositives. Alors, vous voyez que dans les logos, il y a donc celui de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il y a celui du Muséum d'histoire naturelle, puisque moi, je suis professeur d'anthropologie au Musée de l'Homme, donc vous voyez également le logo. Et le Musée de l'Homme, c'est une des émanations du Muséum d'histoire naturelle.
Le Muséum d'histoire naturelle, au départ, c'est une vieille institution qui a été fondée sous Louis XIII en 1635 et c'était un jardin botanique. Ça s'appelait le jardin des plantes, ça s'appelle toujours le jardin des plantes, mais dans un jardin, il y a toujours des plantes. Donc en fait, c'était le jardin royal des plantes médicinales. Et c'était pour la monarchie à Paris l'endroit où on pouvait cultiver des plantes qui avaient un intérêt médical. C'est pour ça que dès la fondation, il y a eu 3 chaires d'enseignement, une qui était consacrée à la botanique, et c'est là qu'on a commencé à inventer la classification, ce qu'on appelle la taxonomie des plantes, leurs relations, etc. Pas encore leur évolution parce qu'on était avant Darwin, mais en tout cas un inventaire de la biodiversité botanique et un inventaire également de toutes les plantes qui pouvaient avoir un intérêt pour soigner les gens. La deuxième chaire, c'était une chaire de chimie, puisque l'idée était d'extraire de ces plantes par distillation ou par d'autres procédés, la macération, etc., des principes actifs. Donc à partir du moment où on isolait des substances qui pouvaient avoir un intérêt médical, on entrait effectivement dans la chimie. Et la troisième chaire, c'était une chaire d'anatomie, puisque en médecine, évidemment, on étudie le corps humain. Il y avait même des dissections publiques. Les gens pouvaient aller assister à ce qu'on appelait des ouvertures de corps pour voir comment le corps humain est fait à l'intérieur. Et c'est cette chaire d'anatomie qui s'est transformée au XIXe siècle en chaire d'anthropologie physique, qui s'est intéressée en fait certes à l'anatomie, mais pas seulement l'anatomie des Européens, puisqu'au départ, la médecine, l'anatomie, tout ça, ça a été fait par proximité sur des Européens. Et l'anthropologie, dont on va parler là, a posé la question de dire, bon, mais puisque l'espèce humaine ne se résume pas aux Européens, comment est l'anatomie chez les autres hommes? Et finalement, qu'est-ce qui explique la diversité de l'espèce humaine? Et mon métier, l'anthropologie, c'est justement de s'intéresser à la diversité de l'espèce humaine, à ses origines et à son évolution. Donc, on va commencer dans la diapositive suivante par poser quelques définitions. Donc, vous voyez que l'anthropologie, c'est un mot un peu vague, du point de vue de l'étymologie, l'origine du nom. Ça veut dire anthropo, c'est l'homme, logie, logos, c'est le discours. Donc, l'anthropologie, c'est tout ce qui est science de l'homme. Et vous voyez qu'il y a en fait 2 branches. Une branche qui est écrite en bleu, là, qui s'appelle l'ethnologie, ou qui s'appelait l'ethnologie. On ne parle plus beaucoup d'ethnologie maintenant, on parle plutôt d'anthropologie culturelle, ou même d'anthropologie sociale. Et en général, quand vous voyez à la télévision, quand vous entendez à la radio des anthropologues, ce sont des anthropologues sociaux, ce sont donc des gens qui étudient les structures sociales, les structures mentales, tout ce qui est culture. Et puis, il y a une deuxième branche qui est moins connue, qui est l'anthropobiologie, l'anthropologie biologique. Et vous voyez qu'il y a en gros 3 branches dedans. Il y a la paléoanthropologie ou la paléontologie humaine. Donc ça, c'est la science des fossiles, et notamment des fossiles de la lignée humaine, donc depuis les origines, les australopithèques, etc. Il y a une deuxième branche qui concerne les primates. Alors nous-mêmes, en tant qu'espèce humaine, nous sommes des primates, mais nous avons des cousins vivants qui sont les grands singes, donc les grands singes d'Afrique, que sont les gorilles et les chimpanzés, et les grands singes d'Asie, surtout les orang-outans. Donc il y a toute une science de la primatologie qui consiste à étudier soit dans les eaux, soit, si possible, dans leur milieu naturel, les comportements de ces espèces qui sont cousines de la nôtre, pour en apprendre un petit peu plus sur nos origines. Et puis la troisième branche, qui est vraiment ma branche à moi, puisque, comme vous l'avez dit, au départ, je suis médecin, c'est ce qu'on peut appeler l'écologie humaine, c'est-à-dire c'est le rapport entre les sociétés et leur environnement, et notamment par rapport aux maladies. Mais aussi, on tient compte d'un certain nombre de facteurs. Un des plus importants maintenant en anthropologie, c'est la génétique. La génétique des populations.
on étudie l'ADN. Ça permet d'une part de retracer l'évolution de l'espèce humaine, de voir les parentés entre toutes les populations actuelles, et puis également, ça permet, dans une optique un peu plus médicale, de voir s'il y a des rapports entre la génétique et l'adaptation au milieu, et notamment aux maladies. Alors, cette anthropologie médicale, si on la traite du point de vue social, donc ça c'est la branche en bleu, la branche ethnologie, on peut s'intéresser à la façon dont tous les peuples du monde font de la médecine. C'est ce qu'on appelle les ethnosciences, hein, c'est-à-dire que dans chaque société, y compris les plus périphériques actuellement, comme les Indiens d'Amazonie, où on a parlé, moi j'ai passé une partie de ma vie effectivement au Cameroun et notamment chez les Pygmées. Donc chaque société, y compris les plus traditionnelles, a une vision de son environnement, a une classification des maladies et a des ressources thérapeutiques, notamment avec les plantes. Donc c'est ce qu'on appelle l'ethnomédecine, l'ethnopharmacologie. On peut se soigner avec les moyens locaux. Alors bien sûr, les classifications médicales dans ces sociétés-là, elles sont assez différentes des classifications occidentales. Ça répond parfois à une autre logique, et de même, les thérapeutiques ne sont pas toujours du même ordre que ce que nous, on connaît chez nous, mais c'est très intéressant à étudier. Et si vous voulez faire passer des messages de santé publique, il faut comprendre déjà ce qu'il y a dans la tête des gens, comment eux voient la santé. Par exemple, si je prends le paludisme, puisque je vais en parler plus tard, le paludisme est une maladie qui est transmise par la piqûre de moustiques. Et une des façons de se protéger du paludisme, c'est de dormir sous des moustiquaires. Mais si les gens auxquels vous vous adressez ne pensent pas que le paludisme est transmis par une piqûre de moustique, s'ils pensent que ça vient, par exemple, comme on le pensait d'ailleurs chez nous en Occident autrefois, que ça vient du mauvais air, hein, malaria, qui est le mot qui correspond à paludisme en italien, ça veut dire mauvais air, c'était ce qu'on appelait la théorie des miasmes, c'est-à-dire que c'est les mauvaises odeurs issues notamment des marécages, puisque le vieux mot marécage en français c'est palu, donc paludisme ça vient de maladie des marécages, eh bien on pensait que la maladie elle venait des mauvaises odeurs, on ne pensait pas aux moustiques, et donc il y a beaucoup de sociétés qui ne pensent pas non plus aux moustiques. Si vous voulez les convaincre de dormir sous moustiquaire, il faut d'abord que vous compreniez comment eux se font ce qu'on appelle une représentation de la maladie. Donc ça, c'est l'anthropologie médicale traitée du point de vue culturel. Moi, ce dont je m'occupe, c'est de l'anthropologie médicale traitée du point de vue biologique, et donc en faisant intervenir ces notions d'écologie humaine, d'écomédecine, c'est-à-dire de médecine reliée à l'environnement, et donc d'appliquer les principes de l'anthropologie à l'épidémiologie. Alors, pourquoi l'épidémiologie? Parce que dans les rapports entre une population et son environnement, il y a bien sûr beaucoup d'interactions, mais la médecine, les sciences biomédicales, elles sont intéressantes pour mesurer l'intensité des interactions, et notamment parce que l'épidémiologie fournit ce qu'on appelle des indicateurs. Par exemple, on va en parler pour le coronavirus, c'est une question qui est encore mal connue, mais quel est le pourcentage de gens qui portent le virus actuellement? Ce qu'on appelle la prévalence. La prévalence, c'est tout simplement, par exemple, sur 100 personnes, combien ont été contaminées? On ne sait pas ce chiffre parce qu'on n'a pas fait de test. Donc, on connaît les malades, ceux qui se présentent à un médecin, ceux qui sont hospitalisés, donc plutôt les formes graves, mais on a beaucoup de raisons de soupçonner que énormément de gens se promènent avec le virus sans être malades du tout, mais en étant quand même contagieux, ou en faisant une petite maladie comme un petit rhume, voire une grippe un peu plus sévère, mais pas des maladies importantes et surtout aucune mortalité. Or, justement, la mortalité, ça sert d'indicateur. Et si on se base sur uniquement les gens hospitalisés, on va avoir une mortalité qui peut être de 5, 10, voire 15% dans certaines tranches d'âge. Mais si on élargit ce taux de mortalité à l'ensemble des porteurs, imaginez par exemple qu'en France,
il y ait 10 millions de gens qui ont déjà été en contact avec la maladie, donc 10 000 morts, un peu plus, 15 000 morts maintenant, vous voyez que ça fait seulement une personne sur 1000, voire un peu moins, qui est en fait victime. Donc ce taux de prévalence, il s'estime avec des indicateurs, avec des dépistages, donc avec des tests, et bien sûr, il vaut pour toutes les maladies. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir des indicateurs, non pas pour une seule maladie, mais pour un ensemble. Quand vous êtes dans un écosystème, dans un environnement, les gens, ils font pas une seule maladie. Par exemple, les pygmées vivent donc dans un environnement très riche en biodiversité. Ils peuvent avoir ne serait-ce que 22 parasites. Et je ne parle que des parasites, je ne parle même pas des virus et des bactéries. Donc, ils peuvent avoir des parasites intestinaux, des parasites dans le sang, des parasites dans la peau, etc. Et quand vous étudiez une maladie, par exemple, vous êtes épidémiologiste, vous étudiez la tuberculose ou le sida ou le coronavirus, justement, vous avez tendance, en tant qu'épidémiologiste, à ne retenir que les indicateurs qui concernent la maladie que vous étudiez. Mais il faut se souvenir qu'en fait, les gens en face de vous, ils ont aussi tout un tas d'autres maladies et il y a des interactions entre ces maladies. Donc, l'anthropoépidémiologie, elle propose une solution un petit peu plus globale. Elle est basée sur la théorie écologique et donc sur ce qu'on appelle les interactions. C'est-à-dire que les interactions, ça veut dire que dans un écosystème, vous avez un réseau de choses qui sont reliées les unes aux autres et quand vous bougez un élément du système, en fait, c'est l'ensemble des choses qui bougent. Donc, quand vous intervenez sur une maladie, il faut vous attendre à ce qu'il y ait d'autres conséquences. Par exemple, dans les années 50-60, quand il y a eu des grandes campagnes pour lutter contre le paludisme, puisqu'on savait que c'était lié à une piqûre de moustique, on a épandu beaucoup d'insecticides. À l'époque, c'était une molécule qui s'appelait le DDT, et les insecticides étaient faits pour tuer les moustiques et donc arrêter la transmission du paludisme, qui tuait à l'époque quand même environ 1 million de personnes par an. Et au début des années 60, il y a un livre important qui a paru, qui était signé par une biologiste américaine qui s'appelait Rachel Carson, et son livre s'appelait « Un printemps silencieux ». Qu'est-ce qu'elle voulait dire par un printemps silencieux? Elle voulait dire qu'un jour, elle allait se réveiller et qu'elle n'entendrait plus le bruit des oiseaux. Parce que les oiseaux ne chanteraient plus, en fait, les oiseaux auraient disparu. Et pourquoi auraient-ils disparu? Eh bien, parce que l'épandage d'insecticides, qui est évidemment aveugle, bien sûr, il partait d'une bonne intention qui était de tuer le moustique qui transmet le paludisme, qu'on appelle l'anophèle, mais bien sûr, l'insecticide ne fait pas la différence entre l'anophèle et les autres insectes. Donc, le DDT tuait l'ensemble des insectes. On pourrait trouver ça très bien. Sauf que les oiseaux, bien sûr, se nourrissent d'insectes. Et donc, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc, si vous touchez à un élément de l'écosystème, même avec une bonne intention, vous dérangez l'ensemble des interactions. Et donc, ce qu'elle voulait dire par son titre, qui était très frappant, hein, Rachel Carson, c'était qu'on allait tuer la biodiversité. Et donc, ce livre qui est apparu au début des années 60 a été la première prise de conscience de l'écologie telle qu'on la conçoit actuellement. Et donc, vous voyez tout de suite qu'il y a une espèce de conflit entre la médecine qui veut éradiquer, c'est-à-dire arracher à la racine un certain nombre de maladies qui sont des fléaux pour l'humanité, et les principes de l'écologie qui veulent protéger la biodiversité. C'est pour ça que maintenant, les stratégies médicales, elles sont beaucoup moins brutales qu'avant et elles doivent concilier justement ce rapport à l'environnement pour ne pas brutaliser cette chaîne alimentaire qui en fait est une chaîne vitale qui relie l'humanité à l'ensemble du vivant. Mais pour revenir à ma diapositive, donc, ces sciences biomédicales, elles vont justement relier
chiffrer en quelque sorte cette interaction entre une population et son milieu en fournissant des indicateurs, avec l'idée que plus la population est adaptée à son milieu, plus elle sera insensible aux maladies. Du moins, plus elle sera adaptée. En tout cas, c'est une hypothèse darwinienne et les indicateurs des sciences biomédicales permettent de tester cette hypothèse. Alors, pour vous donner un exemple qui, lui, n'est pas du ressort des maladies infectieuses, vous avez ici un petit symbole de la pensée, ce qu'on appelle normative. C'est-à-dire qu'en médecine, on a des normes. Et souvent, ces normes, je vous le disais tout à l'heure, elles ont été définies par rapport à l'européen, puisque c'est en Europe qu'on a bâti les principes de la médecine depuis le XVIe, XVIIe siècle. Ce sont les Européens qui ont été étudiés, y compris sur le plan anatomique, et c'est seulement plus tard que l'anthropologie a dit « mais arrêtez, avec les Européens, l'humanité ne se résume pas à l'Europe, aux Blancs si vous voulez, et donc il faut avoir une compréhension plus large. » Mais les normes en médecine, elles sont importantes. Par exemple, si vous allez dans un laboratoire de biologie pour faire analyser votre sang, on va vous rendre des résultats, et puis dans la colonne de droite, on va vous donner les normes de référence pour les globules rouges, pour les globules blancs, etc. Et donc, vous allez voir si les valeurs qu'on vous a données pour vous rentrent dans les normes. Donc, il y a un problème sur ces normes. Comment sont définies ces normes? Alors là, j'ai choisi un exemple plus simple parce que chacun peut le réaliser sans analyse de laboratoire. C'est tout simplement la mesure du pli tricipital. Qu'est-ce que c'est le pli tricipital? C'est l'épaisseur de graisse qui est à l'arrière de votre bras, donc là où il y a le muscle triceps. Devant le bras, c'est le biceps et derrière, c'est le triceps. Et quand vous pincez la peau, sous la peau, vous sentez qu'il y a de la graisse. Donc, c'est tout simplement cette épaisseur de graisse en millimètres qui est exprimée chez les enfants de 1 an à 15 ans. Donc, vous avez déjà une couleur rouge et une couleur bleue. Rouge pour les filles, bleu pour les garçons. Vous voyez que les filles sont plus grasses que les garçons. Dans 2 exemples, le Burkina Faso et la Grande-Bretagne. Ça, c'est une raison adaptative. Ça veut dire que dans le sexe féminin, on est plus gras génétiquement parce que, évidemment, les filles vont porter des grossesses et la grossesse exige d'avoir un stockage d'énergie sous forme de graisse. La graisse, ça sert à alimenter l'énergie et notamment si on développe le portage d'un enfant, il faut de la graisse. Donc, partout dans le monde, les filles sont un peu plus grasses que les garçons, même si elles le regrettent. C'est comme ça. Mais vous voyez surtout que entre le Burkina et la Grande-Bretagne, il y a une grosse différence. Donc, les Burkinabés ont un pli cutané qui est assez mince, autour de 5 mm, et les Anglais ont plutôt 15 voire 20 mm. Alors, dans la norme médicale, on pourrait dire, bon, les Burkinabés sont des gens malnutris, ils sont trop maigres. Ou bien, on pourrait dire, les Anglais mangent trop, ils sont trop gras. Vous voyez, donc ça sera, dans la norme médicale, du trop ou du pas assez. Et on pourrait se dire, en fait, la bonne mesure, elle est au milieu, elle est à 10 mm, et puis il y a des gens qui mangent pas assez, donc ils sont trop maigres, et des gens qui mangent trop, ils sont trop gras. Voilà un petit peu le raisonnement en normativité médicale. Et ce raisonnement-là, il ne tient pas compte de l'anthropologie. L'anthropologie, elle tient compte, elle, de la variabilité dans l'espèce humaine. Et elle va notamment dire, il y a une grosse différence entre ces 2 populations. Les Burkinabés vivent dans un climat chaud, voire très chaud, puisque au Burkina Faso, il peut faire au mois de mars 45 degrés, moi j'y ai vécu, alors qu'évidemment, en Grande-Bretagne, on est dans un pays froid. Et donc, puisque la graisse sous la peau, elle sert d'isolant thermique, là où il fait très chaud, on a intérêt à pas être isolé, parce que la graisse, c'est comme si on portait un manteau en quelque sorte. Donc, au Burkina, il ne faut pas avoir de manteau, il faut avoir une couche de graisse qui est mince, alors que dans les pays froids, il faut avoir une couche de graisse qui est épaisse.
Donc, vous voyez, l'exemple, il est un petit peu rudimentaire, mais il vous fait saisir qu'en fait, les normes médicales, elles doivent tenir compte de l'environnement et également de l'histoire génétique des populations. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, qui n'est pas infectieux. Mais en matière d'infectiologie, on ne peut pas faire d'expérimentation, bien sûr, chez l'homme, comme sur des souris. On ne peut pas exposer des populations à un facteur X ou un facteur Y. Par contre, c'est ça la leçon de l'anthropologie, on peut utiliser des situations qui existent réellement. Par exemple, vous avez ce tableau-là où vous avez deux populations qui vivent dans deux milieux. Donc, une population A et une population B qui sont génétiquement différentes. Et là, vous avez une situation donc en carré, c'est ce qu'on appelle le carré latin, où si vous le lisez horizontalement, vous avez cette population A, elle est exposée à deux milieux, X et Y. Par exemple, des gens qui vont vivre au Pérou, au bord de la mer, et des gens qui vont habiter la haute montagne, dans les Andes, à 3000 mètres d'altitude. Donc, comme ce sont les mêmes gens, ils ont simplement migré, ils sont génétiquement identiques, mais les uns vivent en basse altitude, les autres en haute altitude. Donc, s'il y a des différences de santé, par exemple, on pourra attribuer ces différences à l'environnement. Par contre, vous avez une deuxième population B qui est différente de la population A, et elle vit elle aussi en bas des montagnes ou en haut des montagnes. Donc, si maintenant vous lisez le tableau verticalement, vous verrez que dans le même milieu X, par exemple au bord de la mer, s'il y a des différences de santé entre les deux populations, comme l'environnement est le même, ce sont les gènes qui vont expliquer les différences. Donc ce tableau-là, il est un petit peu identique à ce qu'on pourrait avoir dans toute étude médicale, qui est que une population qui est exposée à une contrainte, par exemple des nuisances, mettons les ondes du téléphone portable, et bien là, vous remplacez milieu X et milieu Y par exposé ou pas exposé, et vous allez voir, en fonction de la génétique des gens, les conséquences. Donc vous aurez les gens qui ne sont pas exposés aux ondes du téléphone, parce qu'ils n'en ont pas, et les gens qui sont exposés, mais vous voyez que c'est le même principe que les études anthropologiques qui, elles, font des expérimentations avec les situations telles qu'elles se rencontrent et non pas en laboratoire. C'est ça le principe. Alors, je vais passer sur quelques diapositives un peu plus techniques, mais qui rappellent que ces approches-là, elles sont donc géographiques. J'ai parlé des milieux, en bas des montagnes, en haut des montagnes, dans tel ou tel pays. Donc, les géographes se sont depuis longtemps intéressés à ces facteurs d'environnement et elles ont notamment décrit ce qu'on appelle la pathocénose. Donc la pathocénose, c'est un terme un peu technique, mais qui est en fait très simple. Il vient de la biologie. En biologie, un écosystème, ça s'appelle une biocénose. Bio pour vivant, et cénose, ça veut dire manger. Donc un écosystème, c'est un ensemble d'éléments vivants qui se mangent les uns les autres. Donc il y a des plantes, il y a des animaux, donc les plantes sont là, les animaux, certains animaux mangent les plantes, d'autres animaux mangent les animaux qui ont mangé les plantes, etc. Et tout ça est en équilibre. Et les épidémiologistes ont eu l'idée que cette interaction entre le vivant, les différents éléments de l'écosystème, elle valait aussi pour les maladies. Et donc, on a défini ce qu'on appelle une pathocénose, qui est l'ensemble des maladies en interaction. Donc, si on prend par exemple les maladies infectieuses, si on s'intéresse à cette coévolution, on va raisonner sur un principe que vous connaissez bien en classe, en biologie, c'est le principe de la mutation. Donc, vous savez que les espèces vivantes, elles sont faites avec un programme génétique, avec l'ADN, et cet ADN, il peut muter. Alors, les mutations, elles ont été mises en évidence au départ sur des bactéries. Donc, dans mon petit dessin, là, vous avez ce qu'on appelle une boîte de pétri, le rond, là, et puis les petits cercles, ce sont des colonies bactériennes. À gauche,
Vous avez donc des bactéries qu'on a fait pousser sur un milieu de culture, hein, qu'on appelle une gélose. Et en fait, elles sont toutes identiques, les petites colonies. Ce sont des clones. On a étalé des bactéries et chaque bactérie s'est divisée, donc a fait une petite colonie ronde. Et en fait, vous voyez qu'il y a un point jaune, mais je l'ai mis en jaune, moi, pour que vous le voyez. En fait, si on regarde la boîte, toutes les colonies sont de la même couleur. On ne peut pas imaginer qu'il y en a une qui est différente des autres. Par contre, si je repique ces bactéries à droite sur une gélose où j'ai mis un antibiotique, donc une substance qui va tuer les bactéries, je vais voir que toutes les colonies disparaissent, elles sont mortes, hein, elles sont tuées par l'antibiotique, sauf une. Et là, une qui devient grande parce qu'elle se multiplie, elle descend en fait du point jaune que j'avais dans l'expérience précédente, qui était invisible, mais là, ça devient visible parce que j'ai révélé avec mon antibiotique le fait qu'une des souches de bactéries était résistante. Et donc, elle a poussé alors que toutes les autres sont mortes. C'est comme ça d'ailleurs hein, que Fleming a découvert la pénicilline, je vous rappelle. Il avait un laboratoire de bactéries et puis c'était un peu mal tenu, donc il y a un champignon qui est venu pousser sur sa culture de bactéries. Et les antibiotiques, au départ, ce sont des substances naturelles hein, qui sont fabriquées par les champignons. Et il s'est aperçu que le champignon avait sécrété une substance qui tuait les bactéries. Et assez vite, on s'est aperçu que dans la nature, il y avait des bactéries qui étaient résistantes. Et donc, en fait, ce principe de résistance, il est basé sur une mutation de l'ADN. La bactérie devient imperméable en quelque sorte à l'antibiotique, mais ça on ne le sait pas, et c'est seulement quand on va utiliser cet antibiotique qu'on va s'apercevoir que préalablement à l'usage de l'antibiotique, il y avait cette mutation. Et bien sûr maintenant, dans la problématique des maladies infectieuses, la résistance aux antibiotiques devient un gros problème, et il y a un certain nombre de bactéries, notamment pour la tuberculose, qui sont devenues résistantes à tous les antibiotiques qu'on connaît. Donc, on est complètement désarmé de ce point de vue-là. Mais justement, quand on raisonne de façon darwinienne, parce que ce principe de mutation-sélection, c'est bien sûr à la base de la sélection naturelle, on peut l'appliquer aux populations humaines. Et là, vous avez un petit schéma qu'on appelle le goulot de bouteille. C'est ce qui se passe quand il y a une épidémie. Et donc, le coronavirus, s'il avait une mortalité plus forte, hein, puisque là, il faut quand même rappeler que malgré le nombre de morts qui est effrayant, puisque en France, c'est déjà 15 000, et dans l'ensemble du monde, c'est de l'ordre de 100 000 personnes qui sont mortes. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. En même temps, sur 7 milliards d'individus, statistiquement, ça ne compte pas beaucoup. Donc, là, je ne veux pas, bien sûr, être cynique. Je raisonne simplement en biologiste. Et je pourrais imaginer une maladie beaucoup plus mortelle. On pourrait avoir cette maladie que l'OMS appelle la maladie X, la grande épidémie qui tuerait beaucoup de gens. Si vous prenez par exemple une maladie à virus comme Ebola en Afrique, vous avez presque 60% des gens contaminés qui meurent. Hein, on n'est pas à 0,2% comme pour le coronavirus. Donc là, c'est véritablement effrayant. Alors heureusement, ces maladies-là, elles ont été pour le moment circonscrites géographiquement à des populations un petit peu isolées, mais on peut imaginer une maladie beaucoup plus contagieuse qui sortirait de son milieu d'origine, qui infecterait l'ensemble de l'humanité et qui en tuerait la moitié. Donc on est encore loin actuellement, mais le cas théorique est bien sûr possible. Et là, vous avez un exemple donc dans une population, peu importe laquelle. Donc en abscisse en bas, c'est le temps, et puis en ordonnée, verticalement, c'est l'effectif de la population. Donc, vous voyez qu'avec le temps, l'effectif de la population est relativement constant, et puis tout d'un coup, vous avez la flèche verte là qui intervient, l'épidémie, et l'effectif de la population s'effondre à cause de la mortalité, et puis après l'épidémie, bien sûr, la population va se reconstituer. Mais les petits ronds de couleur que vous voyez, ils expriment ce qu'on appelle de la diversité génétique, hein, des haplotypes, c'est-à-dire que chaque individu est un petit peu différent des autres,
et il y a des gens qui sont plus sensibles ou plus résistants au virus, un petit peu comme les bactéries tout à l'heure. Donc d'un côté, avant les... Oui. On a une réaction par rapport à ce que vous venez de dire, mais je pense que peut-être vous en parlerez tout à l'heure. C'était une question par rapport au coronavirus. Quelqu'un demande si le taux de mortalité est bien de 2%. Alors non, le taux de mortalité, il est certainement inférieur à 2%. Il est plutôt de l'ordre de 0,2%. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne le sait pas parce que pour calculer un taux de mortalité, il faut connaître l'ensemble des gens qui sont infectés, y compris ceux qui n'ont aucune maladie. Parce que bien sûr, ils sont quand même infectés. Or, ce nombre-là, on ne le connaît pas puisqu'on n'a pas fait, notamment en France, d'études sur l'ensemble de la population. On a fait des études que sur les gens qui étaient testés, donc ceux qui sont arrivés dans une structure médicale. Et donc, s'ils sont arrivés dans une structure médicale, par définition, c'est qu'ils ont des symptômes plus ou moins graves. Donc, effectivement, sur les gens qui ont des symptômes, ça peut être de l'ordre de 2% de mortalité. Mais si on calcule sur l'ensemble de la population qui a été en contact avec le virus et qui n'en a pas fait de ces symptômes, à ce moment-là, puisque cet effectif est beaucoup plus grand, le pourcentage de morts devient en proportion beaucoup plus petit. Donc, on peut dire que le Covid-19, c'est pas une maladie très mortelle, malheureusement, et c'est triste évidemment pour tous les gens, et moi-même j'en connais personnellement, qui sont morts, mais au point de vue de la population, ça n'est pas une pression énorme par rapport, je vous disais, à cette maladie X qu'on redoute, ou bien à ces maladies comme Ebola, dont on a déjà vu les ravages qu'elles pouvaient faire, mais là encore sur des populations qui ont été circonscrites, et donc cette maladie-là n'est pas sortie de son écosystème. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des maladies beaucoup plus graves. Donc voilà pour le taux de mortalité. Donc pour revenir au schéma, mais n'hésitez pas, hein, bien sûr, à m'interrompre. Pour revenir au schéma, donc vous voyez qu'après ce coup de hache, cet effondrement de l'effectif de la population, eh bien, l'effectif remonte. Et ça dessine ce qu'on appelle un goulot de bouteille, un bottleneck en anglais. Et la différence entre la partie gauche et la partie droite de la population, c'est que vous voyez, les petits cercles de couleurs ne sont plus dans la même proportion. Avant l'épidémie, bon, il y avait toute une diversité. Et puis, après l'épidémie, vous voyez que les petits cercles qui sont là colorés en gris sont plus abondants. Ces petits cercles gris, c'était les gens qui génétiquement résistaient à la maladie. Et donc, évidemment, quand ils ont été exposés au virus, ils sont moins morts que les autres. Et donc, dans la population qui va se reconstituer, ils ont davantage de descendants. Alors, l'intérêt, c'est que les gènes de résistance vont se répandre. Et donc, si le même virus revient, il y aura moins de victimes génétiques parce que il y aura une sélection positive en faveur des gens résistants. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous voyez qu'il y a une perte de diversité. C'est-à-dire qu'avant l'épidémie, il y avait tout un tas de variétés génétiques et après l'épidémie, ça s'est un peu appauvri. Par exemple, pour revenir au coronavirus, il y a au moins un papier qui montre qu'il y a une sensibilité un peu différente des groupes sanguins. Le groupe sanguin O, il est un peu moins sensible à la maladie que les autres. Donc, si la maladie était très mortelle, on pourrait imaginer que les gens du groupe A, du groupe B, du groupe AB mourraient en grand nombre, mais pas les gens du groupe O, et que donc, après l'épidémie, il y aurait beaucoup plus de gens porteurs du groupe sanguin O que du groupe sanguin A ou du groupe sanguin B. Mais ça serait dans l'hypothèse où le coronavirus tue énormément de gens, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et d'autre part, moi j'ai vu la publication sur les groupes sanguins, le groupe sanguin O, il est un peu moins sensible, mais il y a quand même beaucoup de gens du groupe sanguin O qui sont morts, mais en proportion un peu moins que les autres groupes sanguins. Donc vous voyez cet effet sélectif des maladies. Et à cet égard, il y a un exemple intéressant, c'est celui du sida, parce que on connaît notamment en Europe, c'est à peu près 5% des Européens qui sont génétiquement résistants au sida. Alors, le mécanisme, on le connaît,
mais la cause, on ne la connaît pas. Le mécanisme, c'est qu'ils sont porteurs d'une mutation. Quand le virus du sida arrive dans le sang, il va, puisque c'est un virus du sang, un peu comme l'hépatite, donc il est transmis par le sang ou par les rapports sexuels, mais parce que il y a finalement un contact sanguin qui finit par se faire. Bref, il arrive dans le sang et il doit se fixer sur les globules blancs qu'il va infecter, puisque le sida, c'est une attaque du système immunitaire par destruction des lymphocytes, les cellules qui sont chargées justement de la police immunitaire. Donc le virus du sida, mais c'est pareil pour le coronavirus qui se fixe sur les cellules du poumon, le virus du sida va s'attacher à un récepteur sur les lymphocytes. Et ce récepteur, c'est une protéine. S'il y a une mutation sur la protéine, le virus ne peut pas s'accrocher. Et donc, les gens qui sont porteurs de cette mutation sont insensibles au sida, ce qui est un gros avantage pour eux. Maintenant, on sait que cette mutation, elle a plusieurs milliers d'années. Elle n'est pas très répandue dans la population, mais l'hypothèse, c'est qu'il y a eu donc, il y a quelques milliers d'années, peut-être un autre virus qui pouvait être apparenté au sida, ou ça pouvait être une autre maladie, mais qui utilisait en tout cas le même récepteur sur le lymphocyte. Et donc, des gens ont été sélectionnés positivement pour résister à cette maladie inconnue. Et du coup, actuellement, ça leur donne la possibilité de résister génétiquement au sida. Donc, voilà un exemple de sélection positive par rapport à une maladie infectieuse. Donc, ce petit croquis-là, il est pour exprimer cette sélection, cet effet de goulot de bouteille. Alors, il y a une autre perspective qui, elle, n'est pas génétique, c'est que quand un virus arrive, bon, soit vous mourrez, soit vous devenez immunisé. C'est le cas pour la rougeole, par exemple. La rougeole, elle a besoin d'une grande population pour se répandre parce qu'une fois qu'elle est passée, effectivement, il y a des morts en rougeole. En Afrique, notamment, c'est pas du tout une maladie anodine. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts par an à cause de la rougeole. Donc, ça, c'est un rappel pour la vaccination. Et donc, quand vous n'êtes pas mort, eh ben vous êtes immunisé parce que la rougeole est très contagieuse. Donc, elle passe, par exemple, un rougeoleux peut contaminer une quinzaine de personnes, alors que quelqu'un qui a le corona, il contamine 2 voire 3 personnes, mais pas plus. Donc, la rougeole se répand très vite, mais si vous n'êtes pas mort, vous êtes immunisé. Et donc, le virus ne peut plus survivre puisque tout le monde est immunisé, tous les vivants sont immunisés. Donc, il a besoin d'aller infecter une autre population. C'est pour ça que la rougeole, c'est une maladie des grandes villes, des grands nombres, etc. Et puis, quelques années après, il peut revenir parce qu'il va rencontrer ce qu'on appelle des sujets naïfs en épidémiologie. Le sujet naïf, c'est la personne qui n'a pas d'immunité, puisque au bout de quelques années après l'épidémie, il y a tout un tas d'enfants qui sont nés, donc eux, ils n'ont pas connu l'épidémie, donc ils sont sensibles. Et à ce moment-là, la rougeole va pouvoir revenir et à nouveau les attaquer en laissant des morts et en laissant des gens immunisés. Donc, dans le coronavirus, ce qu'on appelle en particulier l'immunité collective, vous avez entendu parler de ça parce que au départ, l'Angleterre, par exemple, a parié là-dessus, puis a regretté son pari, mais l'immunité collective, ça consiste à laisser le virus circuler pour espérer qu'une fraction importante de la population sera immunisée, et quand cette fraction importante, qui est de l'ordre de 60%, sera immunisée, à ce moment-là, il n'y a plus assez de gens sensibles pour que la transmission se fasse. Et donc, l'épidémie s'arrête. Sauf que ce calcul-là, il est risqué. Si vous avez une maladie comme la varicelle, qui n'est pas grave, qui ne tue pas, ça va. Mais quand vous avez une maladie qui tue, et même si le coronavirus ne tue pas énormément, il tue quand même un certain nombre de gens, on vient d'en parler. Donc, si vous avez 10 millions de personnes qui sont infectés, même s'il y a 0,1% seulement des gens qui sont infectés, ça fait quand même des milliers de morts. Donc, le pari de l'immunité collective, il est hasardeux. Mais c'est vrai que dans les épidémies naturelles, elles s'arrêtent à un moment parce que justement, soit les gens sont morts, soit ils sont immunisés. Donc, c'est pour ça que je voulais rappeler sur ce schéma
cet effet de sélection. Alors, des émergences de maladies, il y en a eu tout le temps. Là, je ne vais pas insister sur cette diapo-là parce qu'il faudrait y passer du temps, mais on sait que rien que dans les 40 dernières années, il y a au moins une trentaine de maladies nouvelles qui sont apparues ou bien de maladies anciennes qui sont réapparues, c'est-à-dire qu'on croyait oubliées et qui sont revenues. Par exemple, la tuberculose, on pensait qu'on l'avait bien contrôlée, en fait, elle est revenue en force. La syphilis, qui est très sensible à la pénicilline, on pensait l'avoir maîtrisée, mais elle est revenue via les gens atteints de sida, qui du coup se sont trouvés beaucoup plus sensibles à cause de leur immunité qui était abîmée. Et donc, ça c'est la réémergence, mais il y a aussi des maladies complètement nouvelles. Donc, Ebola, on sait que c'est apparu il y a, dans les années 70, à partir d'un virus animal, les chauves-souris déjà à l'époque, mais c'est un virus qui n'était pas connu chez l'homme. Le sida, on sait qu'il est apparu il y a un peu plus longtemps que ce qu'on pensait, il est apparu probablement vers les années 1910, même 1920, à partir d'un chimpanzé, probablement au Cameroun, mais c'était une maladie qui était inconnue avant. On a comme ça tout un tas de nouvelles maladies, et le coronavirus en fait partie, des maladies qui étaient bien tolérées chez les animaux, mais qui sont passées à l'homme, ce qu'on appelle la rupture de la barrière d'espèce. Mais ce phénomène-là, il est connu depuis longtemps, et là je vous ai mis la couverture d'un livre par un grand chercheur biologiste de l'Institut Pasteur, qui s'appelait Charles Nicholl, qui a eu le prix Nobel il y a presque 100 ans pour ses travaux sur le typhus. Il a travaillé en Tunisie, il a dirigé l'Institut Pasteur de Tunis et il a fait des découvertes importantes sur le typhus. Ça lui a donc valu le prix Nobel, mais il s'est intéressé à la dynamique des maladies infectieuses. Il en a fait un livre en 1932, vous voyez, ça date pas d'hier, sur le destin des maladies infectieuses, en fait, la vie et la mort des maladies infectieuses. Et il explique dans ce livre que les maladies, elles apparaissent, parfois elles disparaissent, mais qu'il y en a tout le temps et que malheureusement, il y en aura tout le temps. Ça, c'est un message qui n'est pas très optimiste. Ça veut dire que dans l'humanité, on l'a vu dans le passé, on le voit sous nos yeux avec le corona, mais on le verra aussi dans l'avenir, il y aura toujours des nouvelles maladies infectieuses. Parce que dans la nature, elles évoluent, elles mutent. Un certain nombre d'entre elles ont des réservoirs animaux et donc ces maladies-là, elles ne sont pas accessibles à la prévention. Elles vont réapparaître ou apparaître par mutation à tout moment. Parce que dans les maladies infectieuses, il faut en distinguer deux, celles qui sont exclusivement humaines et celles qui sont à réservoir animal. Les maladies exclusivement humaines, par exemple, j'ai parlé de la rougeole, je pourrais parler de la variole. La variole, ça a été une hécatombe dans l'histoire de l'humanité, mais c'est un virus qui n'a pas de réservoir animal. C'est uniquement les hommes qui en sont porteurs. Et donc, on peut raisonner en disant, si on traite ou on vaccine l'ensemble de l'humanité, on va éteindre la maladie parce que le virus ne trouvera plus personne chez qui se propager. Et c'est ce qu'a fait l'OMS en vaccinant contre la variole presque tout le monde, presque tous les humains. Moi-même, j'ai été vacciné quand j'étais petit. Et en 1969, la maladie a disparu. Et depuis cette époque-là, il n'y a plus un seul cas de variole sur la Terre, parce que l'humanité a été protégée. Alors, le problème, c'est intéressant aussi d'en parler, c'est que maintenant, on ne vaccine plus contre la variole, puisque le virus ne circule plus. Par contre, un certain nombre de laboratoires militaires, en URSS à l'époque, aux États-Unis et probablement ailleurs, ont gardé des souches de virus de la variole. Bon, d'abord parce que c'est intéressant, parce qu'il faut continuer quand même à conserver ces souches s'il y a de nouvelles épidémies pour fabriquer des vaccins, mais c'est aussi une arme épidémiologique. Par exemple, supposez que vous avez un virus, vous vaccinez votre population, mais vous savez que les gens en face ne vaccinent plus. Et donc, vous faites une attaque de bioterrorisme, vous répandez le virus de la variole
chez l'ennemi. Et là, ça va faire à nouveau une hécatombe, puisque la variole, c'est une maladie très grave, hein. Il y a au moins un tiers des gens atteints qui meurent. Et donc, c'est une arme biologique. Et donc, même si ces maladies-là, exclusivement humaines, elles sont sous contrôle, elles peuvent à tout moment être réutilisées. Donc la rougeole, c'est pareil, si les gens étaient disciplinés et qu'on vaccinait l'ensemble de l'humanité, la rougeole pourrait disparaître. Par contre, il y a des maladies à réservoir animal, comme la fièvre jaune. Donc la fièvre jaune, c'est aussi une maladie qu'on partage avec d'autres espèces animales, avec les singes, en fait, en Afrique. Et puis, ce virus, avec la traite esclavagiste, il est arrivé en Amérique tropicale, en Amazonie. Là aussi, il a infecté les singes de la forêt amazonienne. Et donc, on peut attraper la fièvre jaune quand on va se promener en forêt. Alors, on ne l'attrape pas directement du singe, c'est par l'intermédiaire d'une piqûre de moustique. Donc, le moustique, il se nourrit sur le singe, après il vient vous piquer, il vous transmet la maladie. Donc, bien sûr, on a un vaccin contre la fièvre jaune, qui est une maladie terrible, mais on ne pourra jamais faire disparaître la fièvre jaune de la Terre parce qu'il y aura toujours des espèces sauvages, des singes sauvages qui vont l'héberger. Et bien sûr, vous n'allez pas pouvoir aller vacciner ces espèces animales sauvages. Donc, pour en revenir à mon propos, on va distinguer en maladies infectieuses les maladies exclusivement humaines qu'on peut éradiquer et les maladies à réservoir animal qu'on ne peut pas. Et parmi les réservoirs animaux, le plus problématique, c'est la chauve-souris. La plupart des maladies qu'on a vues émerger ces dernières années, elles viennent de la chauve-souris. Alors, on pourrait accuser l'homme d'avoir dérangé les chauves-souris. En fait, c'est pas tout à fait ça. Un certain nombre de gens viennent nous dire que toutes ces maladies-là émergentes actuellement, elles étaient bien cachées au fond des forêts vierges et que les activités humaines ont empiété sur ces forêts vierges et donc sont venues déranger les espèces animales qui étaient porteuses et que c'est pour ça qu'on a des épidémies. Mais ce raisonnement que je vois vraiment partout, moi, ne me plaît pas parce qu'il n'y a pas de forêt vierge. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé chez les Pygmées au Cameroun. Donc, les Pygmées, on sait que c'est une population qui habite la forêt depuis longtemps. On a fait des recherches génétiques qui montrent qu'en fait, les ancêtres des Pygmées sont apparus il y a à peu près 70 000 ans, se sont détachés des ancêtres des autres populations, ont été un peu isolés géographiquement, d'où ce morphotype, hein, cette morphologie des Pygmées qui est un peu particulière, petite taille, etc. Bon, peu importe, mais des gens bien adaptés à la vie en forêt. Et ces gens-là, depuis des milliers d'années et jusqu'à aujourd'hui, chassent. Ils chassent des espèces sauvages, ils sont en contact avec les virus de la nature et ils ne sont pas du tout isolés non plus. Les Pygmées, par exemple, sont connus pour être des grands chasseurs d'éléphants depuis toujours. Et quand l'Occident a commencé à s'intéresser à l'Afrique, donc depuis les premiers voyages des Portugais, donc dans les années 1350-1400, une des matières premières qui intéressait beaucoup les Portugais, c'était l'ivoire, donc les défenses d'éléphants. Et c'était les Pygmées qui fabriquaient en quelque sorte l'ivoire, puisque c'est eux qui allaient tuer les éléphants. Donc la mondialisation, elle était déjà en activité au moment de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il y avait une production d'ivoire, les chasseurs pygmées tuaient les éléphants, vendaient les défenses à des populations intermédiaires, tout ça arrivait à la côte, et là les Portugais les achetaient. Donc dire que les forêts étaient vierges, vides de population, et que c'est seulement maintenant qu'on pénètre les forêts, c'est une absurdité. Les Pygmées sont là depuis longtemps, ils sont en contact avec d'autres populations aussi depuis des milliers d'années, et donc en fait, c'est pas le fait qu'on ait pénétré les forêts, c'est le fait que des virus mutent en permanence. Et moi-même, avec une équipe de l'Institut Pasteur, j'ai trouvé un nouveau virus qui s'appelle le HTLV3. On savait qu'il circulait chez les singes, chez les petits singes qu'on appelle les cercopithèques, et on pensait qu'on pouvait le trouver chez l'homme. Et finalement, après avoir fait des milliers de prises de sang à des milliers de gens, donc, sur 2 groupes de pygmées différents au Cameroun,
on a trouvé dans chaque groupe un porteur du virus, ou en tout cas quelqu'un qui avait fait une immunité contre ce virus de singe. Donc ça prouve que les passages de virus des espèces sauvages à l'homme, ça existe, ça a toujours existé, et comme le dit Charles Nicolle, ça malheureusement existera toujours. Donc il faut relativiser et il faut voir qu'il y a une espèce de course aux armements, c'est-à-dire qu'un microbe attaque l'homme, l'homme va être sélectionné par cet effet de boulot de bouteille, etc. Mais le virus va muter à son tour, donc va à nouveau attaquer l'homme, qui va lui répondre encore par une réponse génétique de résistance, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la théorie de la reine rouge. Ça vient de Alice au pays des merveilles, si vous relisez ce très joli texte. À un moment, Alice se promène, elle rencontre la reine rouge, et elles se mettent à courir, parce qu'en fait, et la reine explique à Alice que c'est en courant qu'on reste à la même place. En fait, le paysage se déplace, et donc si vous ne courez pas vous-même, vous êtes rejeté en arrière. Donc il faut courir à la même vitesse que le paysage pour en fait rester à la même place. Eh bien, dans la théorie de la coévolution des maladies infectieuses, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous courons, nous faisons la course avec des microbes qui courent aussi. Donc, ils mutent, nous mutons, et nous essayons de maintenir un équilibre. C'est un équilibre dynamique, et comme le dit Charles Nicolle, cette course n'a pas de fin, il y aura toujours des nouvelles maladies infectieuses. Alors là, cette diapo-là, c'était pour parler de la syphilis. Malheureusement, il n'y a pas d'animation, mais il y a une carte du monde. Et puis, vous voyez ces lésions osseuses. Vous avez en haut à droite là le crâne d'un gorille que j'ai trouvé au Cameroun, avec ces espèces de tuméfaction osseuse qui ne sont pas des tumeurs cancéreuses ou des tumeurs, des proliférations bénignes. Ce sont des réactions à une infection, et vous avez en bas un crâne dans une collection anatomique, et puis des photos sur des enfants, vous voyez, africains. C'est une maladie qu'on appelle le pion. C'est une maladie qui est cousine de la syphilis vénérienne. C'est un ensemble de maladies qu'on appelle les tréponématoses, et ces maladies, elles viennent, là encore, des singes africains. Elles se sont développées en Afrique sous une forme non vénérienne. Le pion, c'est une maladie avec des lésions de la peau au départ, et donc vous l'attrapez par contact direct. Et puis, l'humanité, en quittant son berceau africain, donc il y a une centaine de milliers d'années, vous savez, l'humanité actuelle, elle est d'origine africaine et elle a conquis le monde entier. Elle est arrivée en Amérique il y a peut-être 15 000 ans, et dans toutes les populations du monde, on avait des tréponèmes, on avait des microbes qui descendaient de ce pion africain. Et on pense que en Amérique, il y a eu un certain nombre d'évolutions. Il y a une maladie particulière à l'Amérique précolombienne qu'on appelle la pinta, ça veut dire la pinte, hein, la colorée. C'est une maladie syphilitique, mais non vénérienne et uniquement dermatologique, qui donne des taches sur la peau, mais rien d'autre. Et au retour du voyage de Christophe Colomb en 1492, il y a eu une énorme épidémie de syphilis qui a dévasté l'Europe, notamment par les guerres et par les soldats et bien sûr les prostituées, etc., qui suivaient les soldats. Et donc, on pense que Christophe Colomb a rapporté d'Amérique une souche très virulente de tréponème, à laquelle les Européens n'étaient pas immunisés, alors que les populations américaines étaient immunisées. Et donc, cette épidémie-là, elle a fait beaucoup de ravages en Europe, mais on a vu, en étudiant des squelettes qui étaient antérieurs à Christophe Colomb, y compris des squelettes d'époque romaine, que chez nous, en Europe, il y avait aussi des squelettes, donc des gens qui étaient atteints d'une forme de tréponème, puisque c'est une maladie, vous le voyez sur les diapos, qui attaque l'os. Donc, quand on regarde les squelettes, on peut trouver la trace de l'infection. Donc, on avait déjà en Europe et bien sûr en Afrique des formes de tréponème, mais qui étaient certainement différentes du point de vue de la clinique, du point de vue de l'évolution. Et donc, la souche que Christophe Colomb a rapportée, qui a tué d'ailleurs un des frères Pinzon,
qui était un des capitaines des 3 caravelles là, de Christophe Colomb. Donc on sait que cette maladie-là, elle a eu une virulence particulière chez les Européens. À l'inverse, et là on peut aborder donc le problème de l'histoire des épidémies en général, les Européens en arrivant en Amérique étaient porteurs d'un certain nombre de maladies qu'ils toléraient très bien, et notamment la grippe, mais au contact des Amérindiens qui, eux, n'avaient eu aucune mémoire immunologique de la grippe, c'était un virus qui ne circulait pas en Amérique, donc depuis des milliers d'années, les populations amérindiennes s'étaient développées sans connaître du point de vue immunitaire cette famille de virus européens. Donc la conquête de l'Amérique par les Européens a entraîné une hécatombe terrible avec vraiment des populations amérindiennes entières qui se sont effondrées. Cortés n'aurait pas pu conquérir le Mexique avec la poignée d'hommes qu'il avait. Il y avait quelques centaines d'Espagnols face à des millions de Mexicains. Et pourtant, Cortés a vaincu l'empereur du Mexique et a colonisé et a dominé cet empire parce que, bien sûr, il avait un peu des armes nouvelles, il avait des canons, il avait des mousquets, etc. Il avait des chevaux, mais il avait surtout inconsciemment introduit tout un tas de virus qui ont vraiment provoqué des épidémies énormes et 95%, on peut dire, de la population amérindienne est morte dans les dizaines d'années qui ont suivi le contact avec les Européens par infection passive. Et c'est des choses qu'on a vues aussi dans les îles du Pacifique. Par exemple, à Hawaï, qui était très peuplée, l'arrivée des Européens a involontairement, bien sûr, parce que les Européens n'ont pas fait ça consciemment, mais ils étaient porteurs de virus pour lesquels les populations locales n'étaient pas immunologiquement préparées et donc des catastrophes épidémiques. Donc, si vous voulez, on peut à ce stade-là aller voir les grandes, c'est un peu le sujet du cours aujourd'hui, en dehors des considérations théoriques que je vous ai développées, on peut regarder un petit peu l'histoire des grandes épidémies. Est-ce que ça vous va? Oui, alors on a une question. Aussi. Donc François, vu que tu as un micro qui fonctionne, tu peux prendre la parole et je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Vous m'entendez? Oui. Oui, alors vous avez parlé de l'interaction avec les espèces sauvages, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une interaction très forte et qui se poursuit aujourd'hui avec les espèces domestiques et d'ailleurs peut-être même les plantes? Alors bien sûr, déjà il faut voir que chaque type de population a un type de maladie. Pendant 99% de l'histoire de l'espèce humaine, depuis les Australopithèques et les Homo erectus, etc., nous avons été des chasseurs-cueilleurs. C'est pour ça que les pygmées sont intéressants à étudier, pas parce qu'ils représentent une population fossile, hein, ils sont tout aussi modernes que le reste de l'humanité, mais ils sont toujours dans cette démarche de chasse et de cueillette et donc d'exposition aux virus des animaux sauvages. Ça, toute l'humanité avant le néolithique était comme ça. Le néolithique, donc, qui arrive à la faveur du réchauffement climatique après la fonte des glaces, donc il y a à peu près 10 000 ans, il y a une belle embellie climatique partout et l'humanité se met à se sédentariser et à domestiquer les plantes. Donc en Europe, ça vient par le Moyen-Orient, ce sont les plantes de la famille du blé. En Asie, c'est le riz. En Amérique, c'est le maïs, et en Afrique, c'est le mil. Donc, tout ça se passe à peu près au même moment, il y a 5 à 10 000 ans, avec des populations qui vont se sédentariser, qui vont former donc des villages. Et là, ce ne sont plus des sociétés nomades qui laissent leurs ordures derrière elles, ce sont des sociétés qui vont vivre sur leur tas d'ordures, donc dans des conditions d'hygiène différents, et les animaux, comme vous le disiez François, donc ils vont avoir chez elles, à leur domicile, des espèces qui étaient autrefois sauvages et qui ont été transformées. Donc par exemple les mouflons sont domestiqués en moutons, les cochons sauvages, les sangliers, etc. sont domestiqués en porcs, les aurochs, en fait toutes les vaches sauvages deviennent les vaches domestiques, et ainsi de suite.
Et puis, bien sûr, les espèces d'oiseaux, les canards, les poules, etc. Tout ça, ça vient des espèces sauvages, ça devient domestique, mais ces espèces-là, elles gardent, bien sûr, leur virus d'origine. À l'inverse, parfois, c'est l'homme qui a ses propres microbes et qui peut les transmettre aux animaux. Par exemple, on sait que la tuberculose bovine, la tuberculose des vaches, on pensait justement qu'au néolithique, les vaches avaient donné la tuberculose aux humains, et en fait, la biologie moléculaire a montré que c'était l'inverse, que c'était les humains qui avaient donné leur tuberculose aux vaches. Et là, un des problèmes d'ailleurs dans la conservation de la primatologie, c'est que ce soit dans les zoos ou dans les réserves, quand on parle des primates non humains, par exemple les gorilles au Rwanda, eh bien, les touristes, puisque ces réserves-là vivent du tourisme, les touristes peuvent apporter des virus qui vont infecter les primates sauvages. Et donc, il faut garder une barrière sanitaire pour éviter ce retour des virus humains vers le monde animal sauvage. Mais bien sûr, beaucoup de virus animaux viennent des animaux domestiques. Donc, on a eu en particulier pour ce qui est de la grippe aviaire ou la grippe porcine, elle porte bien leur nom, ce sont des virus qui ont été attrapés à partir des animaux et des animaux domestiques. Et souvent en Asie, parce qu'en Asie, d'abord, il y a des densités de population énormes, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique, par exemple, et puis il y a énormément d'animaux domestiques, de grands élevages. Le nombre de poules dans le monde est de plusieurs centaines de milliards. Ça dépasse de loin les effectifs des populations humaines, puisque on mange du poulet tous les jours dans certaines cultures. Et donc, l'humanité a développé comme ça des élevages énormes où les virus circulent, mais ce sont des virus qui sont spécialisés dans chaque espèce animale. Le passage à l'homme, il faut une circonstance un peu particulière. Il faut que le virus mute, qui devienne agressif pour l'homme. Si on revient au Covid-19, bon, c'est un coronavirus, c'est une famille. Il y a 7 à 8 coronavirus qui peuvent passer chez l'homme, mais qui donnent des petites infections pas graves du tout. Et là, avec le corona, il y a eu le 19, il y a eu une mutation l'an dernier qui le rend beaucoup plus agressif pour l'homme. Mais la plupart des coronavirus restent, eux, dans les espèces animales et ils ne passent même pas à l'homme. Donc, à chaque fois, il faut une mutation et il faut un franchissement de la barrière d'espèces. On sait par exemple pour le sida que, effectivement, le virus le plus apparenté à l'état sauvage vient d'un chimpanzé et que la contamination à l'homme, elle a été très rare puisque moi je vois ça tous les jours en Afrique, les gens vont chasser des animaux, y compris des gorilles et des chimpanzés. Donc le chasseur, quand il tue un animal, il le découpe à la machette pour le mettre dans son sac. Donc parfois il se coupe avec sa machette qui est souillée du sang de l'animal, ou bien il rapporte ça à sa femme qui dans sa cuisine va se piquer la main avec son couteau plein du sang de l'animal et il ne se passe rien. En fait, sur les 3 souches de virus de sida qui circulent, qui sont toutes les 3 d'origine africaine, on pense que ce sont 3 événements différents qui ont réuni des circonstances très particulières. À chaque fois, il fallait que ce soit un virus particulier qui a muté, qui était potentiellement infectieux pour l'homme, et peut-être le premier homme atteint, ce qu'on appelle le patient zéro, avait lui-même la configuration génétique particulière qui le rendait sensible. Et c'est comme ça que ce franchissement de la barrière d'espèces est intervenu à partir d'une circonstance extrêmement particulière. Donc ces passages de l'animal à l'homme, ils sont rares, mais une fois que l'homme est infecté, s'il lui-même peut développer la maladie et devenir contagieux, à ce moment-là, il peut infecter d'autres hommes et c'est le départ de l'épidémie. Mais vous voyez, pour ce qui est des grippes, comme pour le corona, bon, en général, la mortalité, c'est des gens en fin de vie, des gens qui sont très fatigués, très âgés, ou qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, de l'obésité, du diabète, des problèmes cardiaques, etc. Et puis, on voit qu'il y a aussi des jeunes.
C'est pas que les vieux. Et on l'a vu pour le corona, avec quelques morts, même chez des jeunes enfants. Mais surtout, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais chaque année, y compris en France, hein, il y a des enfants qui meurent de la grippe, ce qu'on appelle les grippes malignes, qui se retrouvent en réanimation et finalement ils meurent. Et probablement, là, c'est pas du tout parce qu'ils ont des comorbidités, ils sont en pleine forme, mais ils ont certainement une configuration génétique qui les rend particulièrement sensibles à cette souche-là de virus. Et donc, il y a toujours dans la mort, dans ces épidémies, même dans les maladies les plus banales, et c'est vrai pour la rougeole aussi, des gens qui meurent parce que ils ont une sensibilité génétique particulière. Donc ça, il faut toujours en tenir compte. Et pour revenir donc à la question de la rupture de la barrière d'espèces, ça peut venir donc soit des espèces domestiques, soit des espèces sauvages, mais c'est pas parce que l'homme a colonisé des espaces vierges, c'est parce que les populations humaines sont devenues nombreuses. Et par exemple, pour revenir aux chauves-souris, qui sont dans le monde des vertébrés, les animaux qui ont le plus de virus, il y a des dizaines de milliers de virus chez les chauves-souris, et donc il y en a un certain nombre qui sont déjà passés à l'homme, notamment Ebola, notamment le virus Nipah et maintenant le corona. Donc, ces animaux-là, ils sont simplement attirés par les villages parce que, par exemple, si vous faites un verger avec des mangues, donc ça, c'est un produit de la domestication végétale. Alors, il n'y a pas de virus végétaux qui passent à l'homme, mais les cultures végétales peuvent attirer tout un tas d'animaux. Par exemple, au néolithique, les rats ont été attirés par le fait que l'homme, devenant agriculteur sédentaire, faisait des greniers. Et donc, les greniers à céréales, ça attirait les rats. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme a aussi domestiqué les chats, qui sont encore un peu des animaux sauvages, d'une certaine façon, mais qui sont utiles à l'humanité, ou qui l'étaient en tout cas avant que les chats ne deviennent vraiment des parasites qu'on nourrit avec des pâtés. Mais au départ, le chat, il avait comme fonction de manger les rats qui étaient en train de manger eux-mêmes les réserves de céréales. Et le problème des rats, c'est qu'ils ils apportaient des maladies directement par leur urine, etc., ou par les puces, ou par d'autres ectoparasites. Donc, la peste, par exemple, elle a été apportée par des rongeurs et véhiculée par les puces qui parasitaient ces rongeurs et qui pouvaient aussi piquer l'homme. Donc, cette étroitesse de relation entre le monde animal et le monde humain s'est accentuée au néolithique. Et donc, pour revenir à l'exemple des chauves-souris, si vous avez planté un verger avec des mangues, eh ben, les chauves-souris vont se régaler. Plutôt que d'aller butiner des arbres sauvages où il n'y a pas beaucoup de fruits, etc., vous leur fournissez un verger où il y a beaucoup de choses à manger. Donc, elles vont se rapprocher des villages. Donc, un certain nombre de virus qui sont transmis par les déjections vont pouvoir contaminer l'homme parce que évidemment, les chauves-souris vont mettre du caca un peu partout, sur les fruits, etc. Et les humains vont venir cueillir les mangues qui sont souillées. Ils vont s'infecter comme ça. Donc, la cohabitation entre l'homme et l'animal est à l'origine d'à peu près 70% des nouvelles maladies. C'est ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire que ce sont des maladies, zoo, ça veut dire animal, des maladies de l'animal qui passent à l'homme. L'homme n'étant lui-même d'ailleurs qu'un autre animal, qu'un primate particulier, certes, mais un primate comme les autres aussi, et donc sensible par franchissement de la barrière d'espèces, dans des conditions bien particulières, sensible à un certain nombre de virus. Alors, on sait que les épidémies, elles sont anciennes. On a trouvé, alors j'ai mis ça dans un document Word que vous avez peut-être sous les yeux, la récapitulation d'une vingtaine d'épidémies, notamment, est-ce que vous l'avez sous les yeux? Il faudrait que... Non, alors, est-ce que vous pouvez passer au document Word? Oui, je vais me faire. Vous pouvez l'afficher. Et ensuite, on aura 2 autres questions en attente aussi. D'accord. Alors, en tout cas, bon, voilà. Donc, ça, alors, c'est en anglais. Et puis, c'est pas de moi, mais je l'ai trouvé sur Internet. Mais
Bon, c'est parce que je trouvais qu'il était utile pour le propos d'aujourd'hui. Moi, je suis pas un spécialiste de l'histoire des épidémies, mais je fais de la biologie humaine, donc évidemment, ça m'intéresse. J'ai pas travaillé sur toutes ces épidémies-là, mais j'ai fait par contre beaucoup de ce qu'on appelle la bioarchéologie, puisque au Musée de l'Homme, j'ai été pendant très longtemps le responsable de la collection de squelettes. Donc, on a fait beaucoup de travaux sur les momies, etc. Et donc, les archéologues trouvent, en fouillant, trouvent des squelettes. Sur ces squelettes, il y a parfois des traces de maladies. Et puis là, vous avez, c'est en Chine, la fouille d'une tombe collective. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un cimetière de catastrophe. C'est-à-dire que, visiblement, cette tombe, elle a été ouverte simultanément. C'est pas des gens qui sont morts progressivement et on a repoussé. Vous avez les dolmens, par exemple, au néolithique, la période dont on parle. Les dolmens sont des sépultures collectives. À chaque fois que quelqu'un meurt, on le met avec les autres, mais du coup, les autres squelettes sont déjà décomposés, donc les os se dispersent. Et il n'y a que les derniers morts qui sont encore en connexion anatomique. Les autres, tous les squelettes sont démembrés et vous avez le chaos dans la sépulture. Ici, vous n'avez pas le chaos, vous avez tous les squelettes qui sont en connexion, ça veut dire qu'ils ont tous été enterrés en même temps. Alors, ça pourrait être la guerre, mais on ne trouve pas sur ces squelettes de traces de violence. Il n'y a pas de pointe de flèche, pas de coupures avec des épées, etc. Donc ça, c'est la preuve d'une épidémie. Alors, une épidémie X, on ne sait pas là, en l'occurrence, ce qui a tué les gens, mais c'est la preuve qu'il y a eu, effectivement, dans ce village, un jour, une grande maladie qui a tué énormément de gens en même temps. Et c'est ces cimetières de catastrophes, on en voit un peu partout. Alors, les collègues de Marseille, qui font de l'archéologie et de l'anthropologie, ont pu comme ça fouiller des cimetières de peste, notamment la peste de Marseille, qui a eu lieu en 1720, qui a tué jusqu'à 1000 personnes par jour. Il faut imaginer, Marseille, c'était pas une très grande ville à l'époque, et on ramassait tous les matins 1000 cadavres. Et il fallait donc les gérer. C'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle des cimetières de catastrophe, où vous trouvez une fosse avec tous les gens, donc hommes, femmes, enfants confondus, entremêlés, entassés. Mais les collègues de Marseille ont pu faire ce qu'on appelle de la paléogénétique. Donc, ils ont extrait l'ADN de ces squelettes. Donc, bien sûr, il y avait l'ADN de l'individu lui-même, mais ils ont pu mettre en évidence l'ADN du bacille de la peste. Donc, on savait par l'histoire que c'était des cimetières de peste, mais vous voyez, la biologie moléculaire est capable d'identifier l'agent. Alors, on a trouvé comme ça des squelettes, par exemple, à Rome, dans l'Antiquité romaine, avec l'ADN du paludisme. On sait que ces gens-là sont morts donc du paludisme. On a trouvé des cimetières de la grande armée de Napoléon au moment de la retraite de Russie, où beaucoup de soldats, bien sûr, sont morts de froid, etc. Mais d'autres, en majorité d'ailleurs, sont morts de maladies infectieuses, en particulier du typhus, et on a trouvé dans leur squelette l'ADN du typhus. Donc, vous voyez, l'archéologie, elle permet de renseigner un certain nombre d'épidémies dont certaines sont documentées sur le plan historique, mais d'autres sont beaucoup plus anciennes et donc on a oublié qu'elles ont existé. Il n'y a que l'archéologie qui peut nous rappeler qu'effectivement ça a pu ravager l'humanité. Alors pour ce qui est des textes historiques, donc on a des pestes qui sont décrites par les auteurs anciens, par les médecins de l'Antiquité, mais il faut voir que le mot peste à l'époque, ça signifie pas la même chose qu'aujourd'hui. Par exemple, quand on dit un pesticide, ça veut juste dire quelque chose qui tue des pestes, c'est-à-dire des maladies transmissibles. Ça ne veut pas dire la peste noire, par exemple. Donc, vous avez dans l'Antiquité une grande épidémie qui a eu lieu à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc on appelle la peste d'Athènes. Vous avez aussi deux grandes pestes qui ont attaqué Rome. La peste donc des Antonins, parce que c'était l'époque des empereurs de la dynastie antonine, et la peste de Cyprien. Bon, Cyprien, c'était un auteur d'Afrique du Nord. Donc ça, ce sont probablement d'autres maladies que la peste telle qu'on entend maintenant. Ça pourrait être du typhus. Alors c'est difficile
avec les auteurs de l'Antiquité parce que les références médicales et le vocabulaire ne sont pas du tout comme les nôtres. Donc, on sait que ce sont des maladies infectieuses, mais pas la peste telle que l'on connaît. Simplement, c'est la peste au sens général qu'on a encore dans pesticides, hein, le terme de maladie transmissible. Après, on a alors la peste de Justinien, elle, ça pourrait être la peste telle qu'on la connaît actuellement parce que on a des descriptions de gens qui ont fait des ganglions. Et effectivement, la peste au départ, je vous l'ai dit, elle vient avec les rats, avec les puces sur les rats. Donc, les puces se nourrissent sur le rat qui est un porteur sain, qui porte le bacille. Ensuite, la puce vient vous piquer, elle vous inocule le bacille et vous faites un abcès, ce qu'on appelle un bubon. Hein, un bubon, c'est simplement un ganglion infecté. C'est-à-dire que la piqûre, elle apporte le microbe au niveau de la peau. Ensuite, ça c'est drainé par le système lymphatique, c'est filtré dans le ganglion lymphatique le plus proche. Et là, le bacille va se multiplier et faire un abcès. Donc, ça s'appelle un bubon. Et ce bubon, il peut même crever à la peau, hein, donc faire des suppurations. Et ensuite, le bacille, il est transporté par le sang, il va jusque dans les poumons. Et là, vous devenez contagieux, comme le coronavirus aujourd'hui, en toussant. Et on passe de la peste bubonique, qui est donc une peste avec une forme clinique d'abcès, à la peste pulmonaire, où là, vous devenez contagieux en parlant, en toussant. Et vous devenez très contagieux, puisque ça n'est plus la puce qui va diffuser la maladie, mais vous allez infecter les autres humains en leur parlant comme la grippe. Donc la peste pulmonaire, elle fait des ravages énormes, et elle a donc infecté l'Europe, ce qu'on appelle la grande peste, hein, la peste noire, à partir de 1346. Et là, les chiffres sont véritablement effrayants. C'est pour ça que je vous disais, le coronavirus, malgré les morts qu'on a à déplorer chaque jour, ça n'a rien à voir. La peste noire, elle a tué au moins le tiers des Européens. Le tiers. Dans certaines villes, la moitié des gens sont morts. Vous voyez un peu le... Et c'est de là, vous voyez sur la diapo, ce qu'on appelle les danses macabres, ça a commencé à venir intéresser les artistes parce que la mort, elle était quotidienne. Déjà, dans les sociétés du passé, au Moyen-Âge, mais jusqu'au XVIIIe siècle, on était très familier de la mort. Hein. Beaucoup d'enfants mouraient. Souvent, un enfant sur deux mourait. Donc, quand vous aviez 6 enfants, vous étiez habitué à en perdre 3 ou 4. Comme on voit encore en Afrique, dans certains coins où l'accès aux soins est mauvais. Donc, la mortalité, elle porte avant tout sur les enfants. Mais dans les grandes pandémies, elle affecte tout le monde, riches et pauvres, jeunes et vieux, etc. Et donc, les danses macabres, elles ont en quelque sorte pénétré l'imaginaire occidental parce que elles étaient véritablement ravageuses. Donc, l'épidémie de peste noire, elle a été très marquante à partir du Moyen-Âge. Et la peste, elle est revenue sans arrêt en Europe, jusque donc au XVIIIe siècle, notamment cette peste de Marseille dont je vous parlais. Là, on a beaucoup de témoignages parce qu'on a les médecins de l'époque. On connaît même l'origine. Hein, pour ce qui est de la peste de Marseille, on connaît très bien le navire qui venait d'Orient, qui a apporté la maladie, etc. On a énormément de détails sur la transmission. Et la peste, bon, elle s'est peu à peu éteinte en Europe, mais elle continue à circuler. Alors en Afrique, on n'a pas beaucoup de témoignages, donc on ne sait pas s'il y a eu des pandémies de peste, mais en Asie, il y en a eu, on a des textes, et la peste n'a pas complètement disparu. Elle est donc susceptible de revenir, sauf que c'est une maladie qui est très sensible aux antibiotiques, et donc elle ne peut pas avoir l'ampleur qu'elle a eue dans les siècles passés, puisque en matière cette fois-ci de traitement, il faut donc distinguer dans les maladies infectieuses ce qui est bactéries, donc c'est des gros microbes, et ce qui est virus, qui sont des petits microbes. Et les gros microbes de type bactéries, on a donc des armes, on a les antibiotiques, qui en général marchent à peu près pour tout. Et puis on a bien sûr des vaccins contre les bactéries, comme la méningite, etc. Et puis pour les virus, on a surtout les vaccins, mais on a très peu de molécules actives, et c'est seulement avec l'herpès qu'on a commencé à développer
produits, mais l'herpès n'est pas une maladie très grave en soi. Et puis bien sûr, par contre, le sida, quand le sida a commencé à ravager l'humanité, là, ça a été l'occasion de développer ce qu'on appelle des antirétroviraux qui marchent bien, hein, qui contrôlent bien maintenant la maladie. Et donc, on a quelques molécules qui marchent pour certains virus, mais pas pour tous. Donc, on n'a pas l'équivalent des antibiotiques pour les virus. Et pour le corona, notamment, on est un peu démunis. Donc, vous avez entendu les polémiques sur l'hydroxychloroquine, sur un certain nombre d'autres molécules qui sont en train d'être testées, là, parce qu'il faut bien les tester pour savoir. Donc, il y a quand même un arsenal d'à peu près une vingtaine de médicaments actuellement, mais aucun n'est miraculeux, hein, pas plus l'hydroxychloroquine que les autres. Simplement, la pression sur le monde de la recherche que constitue cette épidémie et tout l'argent que finalement les gouvernants décident d'injecter pour la recherche, ça va conduire à la découverte de nouvelles molécules. En tout cas, la peste, hein, elle a marqué les esprits pendant longtemps parce que elle était véritablement terrorisante, elle tuait tout le monde. Ensuite, il y a eu un certain nombre donc de grandes pandémies. Je vous ai parlé tout à l'heure des maladies américaines, donc les maladies que Christophe Colomb et ensuite les autres Européens ont importées chez les Amérindiens. Il y a eu comme ça un certain nombre d'épisodes. Donc là, vous voyez aussi la peste de Marseille. Bon, tout ça, c'est la peste noire. Elle a aussi eu lieu en Russie, etc. Après, vous avez donc des épidémies de fièvre jaune. Donc, la fièvre jaune a atteint l'Amérique, importée, je vous l'ai dit, par la traite négrière. Et justement, à ce propos-là, il y a une espèce de mythe qui est né sur l'immunité des Noirs. Si vous regardez un peu sur Internet, vous verrez ça. En fait, dans les exploitations esclavagistes, la fièvre jaune était donc implantée en Amérique, mais les Africains qui débarquaient du bateau n'étaient pas sensibles à la fièvre jaune parce que c'est une maladie qui circulait en Afrique depuis des millénaires et donc il y avait une immunité innée vis-à-vis de cette maladie, alors que les Européens, tout comme les Amérindiens, étaient extrêmement sensibles à la fièvre jaune. Et donc, on disait, bon, les Noirs, eux, sont robustes, ils résistent. Alors, ils résistent, oui, à la fièvre jaune en Amérique, mais ça ne veut pas dire qu'ils résistent à autre chose. Et à un moment, dans tous les préjugés racistes qu'on a vus circuler à propos du coronavirus 19, là, un certain nombre de gens dans les banlieues ou en Afrique ont dit « Ah, mais c'est la maladie des Blancs, nous, on ne va pas être sensibles. » Alors, bien sûr que si, hein, c'est une maladie pour tout le monde. Et si vous voyez justement en Amérique, ce sont les Noirs qui sont même un peu plus atteints. D'abord parce que ils ont un peu moins accès aux soins, mais ça, on ne peut pas dire non plus que les soins pour le coronavirus soient extrêmement efficaces. Il y a la réanimation, mais il n'y a pas vraiment de thérapie. Par contre, ils sont porteurs de comorbidités. On sait que les Noirs américains sont beaucoup plus obèses, beaucoup plus hypertendus, beaucoup plus cardiaques, beaucoup plus diabétiques, pour d'autres raisons hein, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais c'est le prix qu'ils payent aux comorbidités. Et donc, il y a des conditions épidémiologiques particulières à chaque population, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu de différence génétique. Et donc, tous ces préjugés qui ont d'abord mis en cause les Chinois, les Asiatiques d'une façon générale, tout ça, c'est absurde. Hein. Il faut bien qu'une maladie apparaisse quelque part. Donc, là, elle est apparue en Asie par le hasard d'un contact avec un animal, mais elle aurait pu apparaître n'importe où. Et donc après, c'est justement la définition d'une pandémie, c'est qu'elle se répand dans le monde entier. Alors, les pires pandémies qu'on a vues, en fait, et notamment en Occident, mais dans le monde entier, ce sont en fait les épidémies de grippe. Alors, la grippe, ça a l'air d'être un virus un peu banal, ce qu'on appelle la grippe saisonnière, mais on était déjà prévenus parce qu'il y avait déjà eu des pandémies. Alors, avant la grippe, en France, il y a eu le choléra. Le choléra, alors ça, c'est une bactérie hein, qui se transmet
par les eaux souillées. C'est une bactérie des intestins. Donc, quand vous faites caca dans l'eau, par exemple, vous contaminez l'eau. Donc, si quelqu'un vient boire cette eau, ou bien l'eau d'une fontaine contaminée, etc., ça répand l'épidémie. Et en 1832, il y a eu une grande épidémie en France qui a tué peut-être 100 000 personnes. Hein. Rien qu'à Paris, il y a eu presque 20 000 morts. J'ai vu des textes. Dans la même rue, par exemple, dans un quartier de Paris, il y avait eu 400 morts, vous voyez. Donc, là encore, on est loin des chiffres du coronavirus. Mais pour ce qui est donc de la grippe, il y a eu un certain nombre d'alertes. Alors, par exemple, il y a eu une pandémie qui venait de Russie dans les années 1889-90 avec un virus qui est probablement le H3N8. Et on pense qu'il y a eu peut-être 1 million de morts dans toute l'humanité. Après, il y a eu la grande grippe, hein, qu'on appelle la grippe espagnole, mais qui vient pas d'Espagne, qui est peut-être venue d'Amérique d'ailleurs, importée par le contingent de soldats américains qui est venu épauler les Alliés au moment de la guerre de 14-18, donc à la fin de la guerre. Et donc la guerre avait tué beaucoup de gens, mais la grippe, elle en a tué encore beaucoup plus. Donc les chiffres, ça va de 20 à 50 millions, peut-être plus. Donc vous voyez, là, une pandémie de grippe qui tue 30, 40, 50 millions de gens. Là encore, on est loin du corona actuel. Et puis cette grippe, elle a eu d'autres poussées. Il y a eu en 57 la grippe qu'on a appelée la grippe asiatique. Rien qu'en France, il y a eu peut-être 20 000 morts, mais dans le monde, il y en a eu au moins 1 million. En 69, il y a eu la grippe de Hong Kong, qui était un H3N2, où il y a eu peut-être 25 000 morts en France. Parce qu'il faut savoir, en France, en moyenne, il y a 1500, 1600 morts par jour, hein, toutes causes confondues. Et donc, quand on a un phénomène, bon, il y a eu par exemple la canicule il y a quelques années, ou bien les grippes saisonnières, on voit que s'il y a un écart par rapport à la mortalité journalière, on cherche donc une cause de surmortalité. Et on sait que la simple grippe banale, la grippe saisonnière, qui vient en France pratiquement chaque hiver, elle peut parfois être très passer inaperçue, et puis parfois elle peut être beaucoup plus dévastatrice. Donc on a eu des poussées de grippe dans les années récentes, hein, qui ont fait 10 à 15 000 morts. Donc on n'en parle pas beaucoup, parce que là on est focalisé sur le corona, mais 10 à 15 000 morts, on l'a vu plusieurs fois ces dernières années. Donc vous voyez, on est quand même dans l'ordre de grandeur de la maladie actuelle, mais vous voyez pas les gens l'hiver porter des masques et se laver les mains, etc. Parce que dans notre imaginaire, la grippe, bon, c'est une maladie bénigne, assez banale, mais en fait, elle n'est pas du tout banale. Et à la faveur de mutations sévères, elle peut vraiment exploser. Et il y a eu toute cette polémique, vous voyez, en 2009, parce qu'il y a eu une nouvelle poussée de grippe H1N1, vous vous souvenez, Roselyne Bachelot, qui avait commandé des millions de doses de vaccins, des milliards de masques, et finalement, en France, il n'y a eu que 330 morts. Donc, on l'a accusée d'avoir été trop précautionneuse. Bon, c'est le problème, hein, du principe de précaution, mais finalement, l'épidémie n'a pas eu lieu. Donc, il y a une espèce de biais cognitif qui fait qu'on se dit, bon, ça n'arrivera pas. Cette épidémie n'avait pas eu lieu. Le SRAS, hein, le syndrome respiratoire aigu, qui était un coronavirus il y a quelques années, n'a pas non plus déclenché d'épidémie en France. Le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, c'est un autre coronavirus. Il a été limité pratiquement à l'Arabie et il n'est pas sorti. Il venait du dromadaire, enfin de la chauve-souris, là encore via le dromadaire. Là maintenant, c'est la chauve-souris via le pangolin, etc. Bon, il y a toujours des espèces animales intermédiaires. Bref, il y a des moments où le virus ne sort pas et donc on prend des précautions. On voit qu'il n'y a pas d'épidémie, donc on se dit bon, c'est pas grave. Et là, malheureusement, le virus est sorti de son berceau et c'est pour ça que la moitié de l'humanité est confinée. Mais on ne peut pas le prévoir à l'avance et là, c'est pour ça que les gouvernants ont été un peu pris de court parce qu'ils pensaient qu'une fois de plus, ça allait être quelque chose d'assez localisé. Donc, vous voyez dans mon petit document Word, là, on rappelle donc la grippe espagnole, 1918, et puis
les différentes poussées, donc la H1N1, la grippe porcine dont je viens de parler, et puis bien sûr le pire des émergences, ça a été le sida, donc qui a infecté à peu près 40 millions de personnes, hein, qui en a tué au moins 25 millions. Donc actuellement, le sida, c'est la maladie infectieuse qui tue le plus. Donc ça tue pas loin de 1 million de personnes par an, évidemment surtout dans les pays du Sud, mais la nouvelle rassurante, c'est que l'épidémie est quand même maîtrisée, que donc les gens qui ont accès aux soins peuvent se traiter et avoir une espérance de vie identique aux gens qui n'ont pas la maladie. C'est simplement une question effectivement d'accès aux soins. Donc il y a beaucoup de pays où on n'a pas pu encore organiser cet accès aux soins, mais c'est une maladie qui est quand même maintenant en régression. Alors malheureusement, là aussi, il y a eu des décideurs politiques criminels, hein, qui ont nié l'épidémie, et un des pires scandales, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où les dirigeants ont dit que non, ce n'était pas le virus qui tuait, c'était la pauvreté, la malnutrition, l'apartheid, etc. Et donc, ils ont pris du retard, et c'est pour ça que les pays de l'Afrique australe, donc que ce soit l'Afrique du Sud elle-même ou les pays voisins, le Swaziland, le Lesotho, etc., ils ont jusqu'à 20-25% des gens actuellement porteurs du virus du sida. Et donc, c'est des taux insupportables en quelque sorte. Et ce sont des taux qui sont uniquement liés à l'aveuglement des dirigeants qui n'ont pas été capables de prendre les décisions qu'il fallait au moment où il le fallait. Alors, pour ce qui est du coronavirus, il y a pu y avoir des retards. Vous voyez qu'en Amérique, ils le payent assez cher parce que ils ont pensé au départ que ce serait pas grand-chose. Donc, à chaque fois, c'est vrai que les gouvernants doivent s'adapter. En France, on a vu qu'il y avait un peu du pilotage à vue, que on n'avait pas tout anticipé, mais que finalement, les réponses appropriées sont venues petit à petit, et que finalement, on est dans une épidémie qui, malgré ses morts, est de l'ordre de ce qu'on voit dans les grippes graves, mais pas les grippes de type grippe espagnole, etc., les grippes saisonnières graves. Voilà ce que je pouvais dire, et j'attends vos questions. Alors, du coup, on avait Keltoum qui avait une question. Si tu veux, Keltoum, vu que tu as un micro, tu peux poser ta question à l'oral là, et prendre la parole. Bonjour. Je me demandais si aujourd'hui, en sachant que la mondialisation, elle est encore en acte avant l'épidémie, et que du coup, il y a beaucoup de voyages internationaux, est-ce qu'il y a encore des risques, par exemple, en visitant un pays plus ou moins fermé au monde, ça dépend, il y a encore des risques d'importer d'autres épidémies ou bien d'en créer d'autres? Alors évidemment, et c'est ça justement la maladie X de l'OMS, la maladie qu'on ne connaît pas mais que tout le monde redoute. Alors je vous le disais, la mondialisation, elle n'est pas d'aujourd'hui. Je vous parlais des pygmées et des caravelles qui faisaient déjà un petit peu le tour du monde avec la Renaissance, les grandes découvertes. La route de la soie, bien sûr, qui est une route millénaire, et un certain nombre de pestes asiatiques sont venues par la route de la soie. Mais aujourd'hui, avec les avions, alors les avions, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Depuis les années 50, les avions font tous les jours le tour du monde. Et c'est vrai que si vous avez un passager qui embarque, qui incube une maladie encore inconnue, mais qui serait assez contagieuse, il peut faire le tour du monde en quelques heures ou quelques jours, et donc potentiellement infecter toute l'humanité. Alors là, sur la diapo qui s'affiche, vous avez Ebola, la maladie qui a d'abord affecté l'Afrique centrale, donc surtout la RDC, et puis plus récemment des pays d'Afrique de l'Ouest qui étaient très déstructurés par la guerre civile, hein, comme le Sierra Leone ou le Libéria, ou bien en naufrage économique comme la Guinée. Alors, ces virus-là sont très contagieux, mais ils sont aussi à incubation courte. Et ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui a l'Ebola, bon, il va être tout de suite malade, il va se mettre à saigner de partout, et donc on va le confiner immédiatement. C'est pour ça qu'Ebola n'a pas embarqué par avion et n'a pas infecté les autres continents. Mais même les Américains, vous trouverez sur Internet des références, se sont attendus
à ce que Ebola débarque aux États-Unis. Tous les pays ont imaginé des politiques d'isolement pour cette éventualité. Donc ça ne s'est pas produit pour Ebola, mais ça pourrait se produire pour n'importe quel virus émergent, donc par définition on ne connaît pas encore, mais qui serait à la fois suffisamment contagieux pour se répandre vite et suffisamment discret pour que les gens, pendant leur incubation, ne montrent pas de signes. Et évidemment, s'ils ne montrent pas de signes, on ne peut pas les isoler. Et quand ils font la maladie, c'est déjà trop tard. Ils ont déjà été en contact avec tout un tas de gens. Et vous voyez, après, c'est une croissance exponentielle. C'est-à-dire que si je donne ma maladie à 2 personnes, chacun va donner à 2, donc ça va faire 4, 8, 16, 32. Et au bout de quelques cycles, on a des millions et des millions de gens en contact. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Et il y avait aussi une question de Yacine. Yacine, à ton tour, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Oui, bonjour. Du coup, moi, je reviens sur le fait que vous avez dit que c'est pas dû au fait que l'homme, du coup, il va dans des forêts qui sont vierges. Et du coup, c'est pas ça qui cause tout ce qui est épidémie, etc. Et du coup, découvert de nouveaux virus qui nous touchent. Mais dans mon groupe d'activités, on a lu des articles qui disent que la déforestation, ça force les populations animales à se déplacer. Et du coup, c'est ça qui rapproche les animaux, du coup, avec leur virus, etc., qui les rapproche des humains. Et du coup, c'est ça qui rend malade, j'ai envie de dire, et du coup, qui crée les épidémies. Oui, effectivement, ben c'est ce que j'ai lu partout. Et je vous dis, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de forêt vierge. Il y a des gens qui habitent la forêt, qu'elle soit ou pas déforestée depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle les populations sentinelles. Donc, les pygmées en font partie. Et donc, ils sont au contact des espèces animales. Il n'y a pas besoin de la déforestation pour créer des contacts avec l'homme. Les animaux cohabitent avec l'homme de toute éternité. Je vous ai dit qu'il y avait des circonstances, par exemple, les chauves-souris, oui, elles vont aller se nourrir sur des vergers parce que c'est plus pratique pour elles. Et je ne nie pas que la déforestation puisse contracter les habitats naturels et forcer les animaux à sortir, mais tout dépend la stratégie de ces animaux. S'ils sont des animaux frugivores, bon, ils mangent des fruits dans la forêt, ils en mangent chez l'homme. C'est pas d'aujourd'hui non plus que l'homme cultive des fruits en périphérie des forêts. Oui, cet argument de la déforestation me satisfait pas parce que il rend pas compte de l'antiquité des rapports entre l'homme et les espèces sauvages. Simplement, ce que je vois, c'est que en dehors des gens qui sont victimes, c'est un petit peu, pour certaines idéologies, c'est une espèce d'aubaine, hein, cette épidémie. Par exemple, les altermondialistes vont dire ah ben c'est la faute du capitalisme et du libéralisme. Les écologistes, voilà, ils vont dire voilà, c'est la déforestation. Les nationalistes, ils vont dire ah ben voilà, c'est parce qu'on a ouvert les frontières, faut les fermer. Les gens de gauche vont réclamer le retour de l'État. Les régimes autoritaires vont accentuer le contrôle des citoyens. Les opposants politiques vont en profiter pour dire ah bah oui, c'est parce que nos dirigeants sont incapables. Les religions vont dire c'est une punition divine. Les complotistes vont dire ouais, c'est un virus fabriqué, etc. Vous voyez, chacun finalement se saisit du drame pour le retourner à sa façon. Alors que les défenseurs de la biodiversité le fassent, je leur en veux pas, d'autant plus que ce sont mes collègues du Muséum d'histoire naturelle et ils ont raison de défendre la biodiversité. Mais à mon avis, ce facteur explicatif, il est trop court. Alors, Keltoum, tu as une deuxième question, donc tu peux aussi prendre la parole pour ta deuxième question. Maintenant qu'on sait que certaines populations, justement, elles sont immunes à certaines maladies dues à certaines mutations et que maintenant, il y a certains mécanismes, comme CRP7, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, qui permettent en quelque sorte de modifier l'ADN. Est-ce que c'est possible que plus tard, en voyant justement quelle mutation qui a permis à telle personne d'être immune, on pourrait faire cette mutation sur l'humain, ou bien ce serait dépasser justement les limites de l'éthique? Ah oui, alors là,
Ça, à partir du moment où vous voulez bricoler le génome humain, ouais, vous franchissez les limites de l'éthique parce que vous modifiez vraiment l'espèce humaine. Et il n'y a pas besoin d'en venir là, puisque, si vous voulez, les réponses aux maladies infectieuses, elles sont de deux ordres. Hein, et je reviens sur les premières diapos que j'ai montrées. Elles sont d'ordre biologique et elles sont d'ordre culturel. Donc, les réponses biologiques, ben, c'est ce dont vous parlez, c'est la mutation. Donc, il y a des gènes de résistance aux maladies. On pourrait se dire, ces gènes-là, on les récupère. Et puis avec les isogénétiques, on les met chez tout le monde et comme ça, tout le monde est protégé. Mais là, vous jouez à l'apprenti sorcier sur le génome humain, donc c'est pas acceptable parce que quand on modifie un petit bout du génome, il y a déjà des gens qui ont essayé, notamment ce fameux chercheur chinois là qui a bricolé le génome de deux jumelles pour les rendre résistantes au sida, et on s'aperçoit que quand vous touchez à une partie du génome, ça n'est pas sans conséquence sur le reste du génome. Donc, en l'état actuel de la science et surtout de l'éthique, ces choses-là sont interdites. Et puis, c'est vraiment écraser une mouche avec un marteau pilon, parce que ça, ce sont les réponses génétiques de sélection, etc., qui sont à long terme, mais vous avez des réponses culturelles, cette fois-ci, hein. Vous vous souvenez de ma distinction entre anthropologie biologique, anthropologie culturelle. Les réponses culturelles, c'est trouver des nouveaux médicaments, trouver des nouveaux vaccins, trouver des stratégies, donc confinement ou autres, etc., qui sont immédiatement mobilisables et qui marchent bien. Parce que, en dehors du fait que éthiquement c'est discutable de modifier le génome, le problème c'est que l'humanité n'est pas égale face à l'accès aux soins. Donc les gens des pays riches, ils pourront toujours profiter d'un certain nombre de modifications comme ça, mais on ne va pas pouvoir le faire sur 7 milliards d'humains. C'est un peu comme, vous voyez, la problématique de l'homme augmenté. On vous dit, dans les générations qui viennent, on va augmenter le potentiel de l'homme, on va le rendre plus fort pour telle et telle chose par des opérations chirurgicales, en quelque sorte. Par exemple, vous mettez une puce dans le cerveau pour qu'il soit plus intelligent. Vous n'allez pas mettre une puce à 7 milliards d'humains. Donc, il y a des gens qui vont bénéficier, toujours les mêmes, et donc, ils vont faire une super humanité plus intelligente, plus tout ce que vous voulez, parce que vous les aurez augmentés, et ils vont réduire les autres en esclavage, puisque les autres n'auront pas eu cette augmentation, donc ils seront inférieurs au sens strict du terme, puisqu'ils n'auront pas été augmentés, et donc les supérieurs, ceux à qui vous aurez artificiellement conféré une supériorité, vont en profiter. C'est là qu'on voit bien, il y a déjà une humanité à deux vitesses avec des accès aux soins qui sont très contrastés entre le nord et le sud. Là, on crée encore une inégalité de plus. Donc, sur le plan éthique, c'est sûr que c'est insupportable. François, si tu veux, tu peux poser ta question sur la maladie X. Oui, ma question, c'est effectivement, vous avez parlé de la maladie X, mais en fait, on ne connaît pas forcément très bien ce que c'est. Et quel type d'études ont été faites là-dessus? Comment on s'y prépare? Comment on y intègre justement dans la préparation d'une telle catastrophe qui pourrait arriver, les inégalités extrêmement fortes qui existent dans le monde et que vous avez touché du doigt en Afrique? Alors, cette maladie X, par définition, elle est inconnue. On s'y prépare. Ben, là, le corona, on est dans une répétition générale, là, en vraie grandeur. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu inventer un certain nombre de stratégies. Le confinement n'est pas le seul. Le confinement, c'est le principe de la quarantaine. Et la quarantaine, c'est une réponse culturelle qui remonte au Moyen-Âge. Hein, depuis que on soupçonne, bon à l'époque c'était donc les miasmes, mais qu'on soupçonne une transmissibilité, le fait d'isoler les gens, c'est une réponse un peu archaïque. Hein. C'est vrai que ça a été critiqué. Un certain nombre de pays, comme on a cité la Corée du Sud, n'ont pas pratiqué le confinement systématique. On fait des stratégies réputées plus intelligentes en ciblant les gens sensibles, en faisant beaucoup plus de dépistage, en faisant du tracking téléphonique pour étudier les contacts interhumains, etc.
Alors que mettre tout le monde chez soi en confinement, c'est une espèce de punition collective qui est mal adaptée dans la mesure où un certain nombre de gens ont déjà fait la maladie, ils sont immunisés, il n'y a aucune raison de les garder à la maison, ils pourraient travailler, ils sont insensibles à l'épidémie. D'autres génétiquement ne font faire aucune maladie, donc c'est pareil. Simplement, on ne sait pas. Donc, puisqu'on ne sait pas, on confine tout le monde. Alors, pour ce qui est de la maladie X, on ne sait pas grand-chose. On ne sait même pas si elle viendra d'un pays du Nord ou d'un pays du Sud ou d'un pays intermédiaire. Hein. La Chine, c'est ni le Nord ni le Sud en quelque sorte. C'est un pays industriel, émergent, mais en même temps, il a son côté tiers-monde et son côté nouveau monde. Donc, la difficulté, c'est effectivement, en fonction des paramètres qu'on ne connaît pas, donc de modélisation de l'épidémie pour cette maladie X, comment va-t-elle se transmettre dans des populations où les structures sanitaires sont assez sinistrées. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai que ce qui va se passer en Afrique pour le corona va être assez déterminant. Jusqu'à présent, ça se passe assez bien. Tout se passe comme si c'était plutôt une maladie qui se transmet davantage dans les pays froids. Mais quand vous prenez la grippe, par exemple, la grippe saisonnière, elle est plutôt de ce type-là, c'est-à-dire qu'elle se transmet quand il fait froid. Mais il y a des mutations qui font, et ça a été le cas pour le H1N1 dernier, qui font qu'elles vont très bien aussi pour les pays chauds. Il y a eu notamment une épidémie terrible à Madagascar, enfin terrible, elle a fait presque 1 millier de morts et beaucoup de gens atteints, donc Madagascar, pays chaud par excellence, et donc cette grippe-là, elle ne s'est pas arrêtée à la rigueur du climat. Donc, dans la maladie X, si c'est une maladie qui se transmet aussi bien en pays chaud qu'en climat froid, les inégalités, elles vont venir de la prise en charge. Alors, il y a une prise en charge sociale. De ce point de vue-là, l'Afrique, elle a l'expérience justement des fièvres d'Ebola ou des fièvres de Lassa, et elle a bien géré les épidémies. Justement, pourquoi Ebola ne s'est pas transmis partout en Afrique? Parce que les structures sanitaires africaines et les dirigeants ont su confiner l'épidémie. Donc, ça s'est relativement bien passé, et l'Afrique sait le faire. Maintenant, si c'est une maladie qui demande des traitements, de réanimation, etc., là, c'est sûr que les hôpitaux en Afrique sont pas à la hauteur et qu'il faudra faire un effort financier énorme pour que le Sud rattrape le Nord. Et de ce point de vue-là, le Nord a donc des devoirs, et ces devoirs, ils sont pas dépourvus d'arrière-pensée, parce qu'effectivement, et d'ailleurs le secrétaire des Nations Unies l'a dit assez clairement, il a dit c'est l'intérêt du Nord de faire que le Sud soit pas malade, parce que si le virus reste en incubation dans le Sud, il peut revenir au Nord à tout moment. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que, alors c'est une des vertus et des leçons à tirer de cette pandémie, c'est que l'humanité est une famille, que le virus circule à l'intérieur de la famille sans distinction géographique, et que donc la solidarité, elle doit être mondiale. Et c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra contrôler la contagion. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Donc, je pense qu'on peut, si vous avez aussi fini, Monsieur Froment, on peut arrêter. Oui, on arrive à midi de toute façon, mais oui, j'ai abordé les principaux thèmes que je voulais aborder. Bon, j'espère que le message est passé. En tout cas, pour moi, ça a été une très belle expérience, très, très intéressante de pouvoir échanger avec vous. On vous remercie aussi énormément pour votre intervention de ce matin. C'était vraiment très riche en enseignements et en informations, et je pense que ça va permettre à tout le monde de mettre un peu en perspective la pandémie qu'on peut vivre actuellement. Et encore merci une fois d'avoir répondu aussi à toutes les questions des participants. Eh bien, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci.